c'est une lafée, il est allé il y a 3 ans. Voilà. Suivez, ça on va. Tu demandes. Ah ben ça peut-être. Moi on m'a dit ça parce que Philippe depuis là. Non, non, je demande. Allez-y. Vous allez mettre le tour. Ah, c'est fait. Voilà, vous pouvez avancer par ici également à côté d'Alain. Ben non, faut que je vois ça. Il y a la bassine de Saint-Étienne. Bon alors si on dit des bêtises, vous nous corrigez alors. Vous êtes à la Oui, mais le détail, parce que ça va trouver. Vraiment, pas complètement. Donc le vieux lavoir, enfin ce qu'on appelle communément le vieux lavoir. Alors certains d'entre vous, je pense, le connaissent très bien pour l'avoir fréquenté de quelques années auparavant. On ne dira pas combien. Voilà. Alors plusieurs choses. Plusieurs choses à dire sur ce lavoir. On va faire un petit peu d'histoire et on va remonter un petit peu dans le temps, en fait. Avant d'être un lavoir pour laver le linge, on en parlera après, c'est avant tout un lavoir qui fait partie d'une tannerie. Et c'est un peu ce sur quoi, avec Alain, on va mettre l'accent pendant notre balade jusqu'au bout du Val d'Ante. Je cherche un moyen de tous vous voir en même temps. Là, c'est pas mal. Donc, ce qui a complètement disparu du paysage de Falaise, et en particulier de ce quartier de la rue de la Roche, quartier des Maisons Blanches, etc., c'est tout son aspect industriel, artisanal, donc aussi bien au niveau du paysage, c'est-à-dire Lente n'a plus du tout le tracé qu'elle avait autrefois, et aussi bien au niveau des bâtiments et des industries, puisque vous savez tous, je pense, que maintenant dans le Val d'Ante, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'ateliers. Voilà, c'est un quartier résidentiel et touristique pour l'essentiel. Donc ce lavoir est donc au départ un bassin de tannerie. On parlera des techniques de travail du cuir avec Alain tout à l'heure quand on sera ressorti. Donc je n'anticipe pas sur ce qu'il va dire. Et c'est seulement à partir des années 1930, donc de 1932 très précisément, que ça devient un lavoir utilisé pour le lavage du linge. Auparavant, c'était un bassin qui servait à faire tremper les cuirs. On n'a pas actuellement la date d'origine de cette tannerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette rue de la Roche, entre la rue de la Roche, l'actuel emplacement de la fontaine d'Arlette, là où on était tout à l'heure en train d'attendre, tout ce quartier au pied du château, on sait que des tanneries sont attestées depuis le courant du Moyen-Âge. Je préfère le dire comme ça parce que je n'ai pas de date précise à vous donner. C'est au XVIIIe siècle qu'il y en a le plus, mais le bâtiment qui est ici, puisqu'on a une maison au-dessus, je ne peux pas vous le dater précisément, que ce soit à partir des textes ou de son architecture. En le regardant, on peut se dire qu'on est quelque part du côté du début du XVIIIe, fin XVIIe, mais ce n'est qu'une hypothèse, je ne peux pas vous le démontrer, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'une tannerie, ici, existe au début du XIXe siècle, qu'au départ, elle appartient à une famille de tanneurs qu'on retrouve à partir du milieu du XVIIIe siècle, la famille Lefebvre, et qu'à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1932, cette tannerie va être exploitée par une famille qui s'appelle les Le Couturier, qui ont été tanneurs et notables falaisiens. Ça a donné un maire de Falaise, ça a donné des gens qui avaient un rôle important dans la vie de la commune. Donc la tannerie ferme en 1932 et est rachetée par un blanchisseur.
qui s'appelle René Langevin, qui va plus du tout travailler le cuir, qui va du coup louer ce lavoir à des lavandières pour qu'elles puissent laver le linge des Falaisiens. Ce lavoir va ensuite, donc va appartenir à René Langevin jusqu'aux années 50. Dans les années 50, en 1951 très précisément, la ville de Falaise, qui est en train de mener un très gros travail de réaménagement et de reconstruction notamment du Val d'Ante, mais pas seulement, va racheter cette propriété qui l'intéresse, alors pas du tout pour une histoire de lavoir, qui l'intéresse parce que sur la propriété de René Langevin, qui est au pied du Mont Mira, il y a des sources. Pourquoi la ville de Falaise, à ce moment-là, a besoin de sources? Parce que la ville de Falaise, entre autres projets de reconstruction, a décidé de créer une piscine. Une piscine que nombre d'entre vous ont connue. Voilà. Et ce qui les intéresse dans la propriété de René Langevin, c'est de se dire que les sources qui sont sur sa propriété peuvent contribuer à alimenter en eau la piscine. Le maire de l'époque, donc on est sous la municipalité de Maurice Nicolas, dit même dans ses délibérations municipales, bon, on peut l'avoir, on peut le garder, il peut avoir un intérêt touristique. Voilà, mais c'est pas sa préoccupation première en fait. C'est vraiment pas ça son souci de l'époque. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, puisqu'il y a des jeunes gens avec nous, on vous parle de lavoir pour laver le linge. Et là, vous vous dites, mais comment ça marchait tout ça? C'était pas la machine à laver. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et là, je vais vous inviter à regarder un petit peu autour de vous. Vous avez donc un bassin, et puis derrière vous, dans l'angle là-bas, vous avez des chaudrons. Alors, comme le meilleur moyen que les enfants ne s'ennuient pas, c'est de les faire participer un petit peu, on va demander aux enfants, ou aux ados, pardon, il y a des grands enfants, à votre avis, à quoi pouvaient servir ces chaudrons? Ouais, vas-y. Pour sécher le linge. Ah, pas tout à fait. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Laver. Laver, ouais. Et alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait chauffer dans ces chaudrons, à ton avis? Ouais. De l'eau chaude. Ben oui. Effectivement, on ne peut pas laver du linge à l'eau froide. Ça ne marche pas. Enfin, c'est pas très efficace en tout cas. Donc, laver le linge au lavoir, c'est pas simplement le tremper dans de l'eau. Alors, là aussi, ça a l'air évident. Le lavoir, quand il fonctionnait, évidemment, il n'y avait pas des algues partout comme ça. Hein, voilà. Il y a une source. Voilà, normalement il y a un peu plus de débit d'eau, là les vannes sont fermées, donc ça, je pense que ça voit la végétation. Parce qu'on est venu dimanche dernier avec Grégoire Dagorne et il était tout clair. Donc en une semaine, il a verdi. Donc revenons à notre histoire de l'âge. Les lavandières à l'époque, voilà. Et ça se remplit. Oui, et ça se remplit si c'est fermé de ce côté-là ou c'est... Voilà. Donc, laver le linge à cette époque-là, quand on était lavandière, ça voulait dire aller chercher le linge chez les clients, le ramener au lavoir, faire chauffer de l'eau, effectivement tu avais raison, dans des grandes bassines pour faire bouillir le linge et le faire tremper et chauffer. Le sortir ensuite de ces bassines, alors vous imaginez quand c'était des grands draps, des choses comme ça, le poids que ça pouvait peser. C'est des draps blancs. Hein. Voilà. Le rincer dans l'eau du lavoir. Le ressortir de l'eau du lavoir. Alors, avec des femmes qui n'étaient pas habillées comme nous, en jean, en short, mais avec des grandes robes. Quand vous sortez du linge mouillé en vous penchant au-dessus d'un bassin, vous avez le risque de tomber dans l'eau. Ce qui avec une grande jupe n'est pas forcément très pratique. Le ressortir et l'essorer. Je vous laisse essayer d'essorer des draps trempés à la main, ça fait des muscles. Et aller l'étendre, alors soit en plein air pour les plus grandes pièces,
dans les jardins environnants, au Montmirail. Il y a eu de l'étendage au Montmirail, il y a eu de l'étendage sur les bercailles, et pour les plus petites pièces, dans les pièces de la maison qui étaient au-dessus. Donc tout ce travail-là, c'est... Alors, le linge que lavait ces lavandières, c'était pas forcément leur linge, c'était des gens qui faisaient blanchir leur linge un petit peu comme si nous, on allait porter notre linge à laver au pressing ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, je vais... Alors, ces lavandières, elles ont utilisé le lavoir jusque dans les années 70. Un petit peu plus, fin 70. Fin 70. Tu me l'accordes à fin 70? Sur le je suis arrivé en 76. Ah, voilà. Mais c'était denrées rares. C'était denrées rares et c'était plus... Alors, pour avoir eu le plaisir de discuter avec leurs descendantes, c'était plus par tradition, par plaisir et par habitude que par réelle nécessité. Parce qu'en fait, là je vous ai décrit très rapidement une lessive qui pour beaucoup d'entre nous, je pense, ressemble à une corvée monstrueuse. Ce qu'on oublie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était aussi un lieu de rencontre, un lieu de bavardage, un lieu d'échange, un lieu de franche rigolade. Parce que quand vous faites un travail qui n'est pas simple, qui peut être pénible, mais vous le faites toute la journée, autant y mettre de la bonne humeur et de l'entrain, et voilà. Donc il n'y avait pas que cet aspect corvée en fait, il y avait aussi tout cet aspect social autour, de dire, voilà, et quoi de mieux que des gens qui rencontrent beaucoup de monde et qui ont le temps de discuter pour échanger de nouvelles. Voilà. Donc, si tout ça et plein d'autres choses, parce que sur la durée de la visite, on ne peut pas tout dire et tout raconter, tout ça va faire l'objet d'une restauration, parce que là, si vous regardez autour de vous, ça a déjà commencé, il a fallu étayer le bâtiment qui était au-dessus, qui menaçait de s'écrouler. Et vous vous êtes tous rendu compte que l'accès qu'on a emprunté n'était absolument pas pratique et pas très sécurisé. Donc, donc la ville de Falaise est en train de mener des travaux d'aménagement et de mise en valeur. La prochaine fois que vous reviendrez après les travaux, nous rentrerons par la rue de la Roche. Je vais te demander ton autorisation si on peut monter l'escalier ou pas. Alors, je vais vous inviter à vous déplacer. Ouais, allez-y. Alors, la colonne. La colonne. Très bonne question. Une colonne vraisemblablement d'origine romaine. Ça, on est d'accord. Je ne peux pas vous dire d'où elle vient. Je ne peux pas vous dire qui l'a mise là et à quelle époque elle a été mise là. Donc, quand je dis mise là, c'est que ce n'est pas un bâtiment romain réutilisé, c'est une colonne qui a été remontée, qui est composée de plusieurs éléments différents. Donc le chapiteau, le fût et la base ne sont pas de la même pièce en fait. Du granit, ok. Mais on ne connaît pas sa provenance. Il y a eu une hypothèse comme quoi elle viendrait des fouilles, il y en a deux effectivement, elle aurait été récupérée sur les fouilles de la villa romaine de Vathon. Il n'y a rien dans les documents qu'on connaît des fouilles de Vathon qui ont eu lieu au XIXe siècle, et il y en a eu également de manière plus récente au moment de l'aménagement de la zone industrielle Expansia. On n'a jamais trouvé de mention de découverte de colonnes. Donc que ce soit des éléments issus de bâtiments romains réemployés, ça c'est une certitude. Actuellement, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles ont été prises,
en fait, on ne sait pas pourquoi elles ont été mises là, hormis leur aspect fonctionnel et esthétique évident. C'est du granit vraisemblablement de la région d'Atis, Oui, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Oui. comme le socle de la statue de Guillaume. voilà. Au type de granit, c'est vraisemblablement la même chose. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a 2 en granit, on en a donné une troisième, on ne l'avait pas. On en fait une avec la pierre du coin, et c'était le calcaire. Alors, il y a aussi dans les légendes, puisque c'est aussi un petit peu la légende, dans l'histoire des bâtons, la fontaine Borne. On dit aussi ça de la fontaine Borne, que ce serait un vestige de la villa gallo-romaine de Bâton. Je pense que aller chercher des racines aussi anciennes, c'est un petit côté prestigieux aussi. Voilà. Bon, après, Ça fait bien sur les alors, curriculums. la seule chose, c'est la discussion qu'on avait avant que vous arriviez avec Alain. Ce qui est intéressant dans les légendes, c'est pas tant leur contenu, c'est ce que ça raconte en fait. Ce que ça raconte, ça confirme quand même une chose, c'est que les seuls vestiges romains, gallo-romains qu'on ait trouvés sur Falaise, c'est à Guibray et c'est à Vaton. Oui. Voilà, ça c'est attesté. C'est-à-dire qu'effectivement, que voilà, les seuls endroits où, à Falaise, quand on fait de l'archéologie, que ce soit au XIXe siècle ou que ce soit maintenant, pour l'instant, les seuls endroits où on trouve des vestiges d'occupation gallo-romaine, c'est Guibray et c'est Vaton. Voilà. L'occupation du site actuel de la ville, il est médiéval en fait. Il est a priori pas antérieur. Voilà. Pour l'instant, les colonnes, oui, tout à fait. C'est le château et la ville qui se développe autour du château. Et en ce qui concerne Guibray, justement, il y a les vestiges d'une basilique paléochrétienne dans le chœur. J'espère, il m'écoute, notre cher adjoint, qu'on aura l'occasion de le voir. Ça fait vraiment le pendant, les quelques vestiges gallo-romains. Si on peut un jour aller visiter le chœur de Guibray, on pourra voir ça. Il a entendu. Alors, Depuis qu'il est élu, à chaque fois je lui dis boum, boum, boum. ouais. Je ne désespère pas. Ça fait 40 ans que le projet du vieux lavoir est en route. Hein. Je suis prêche à un convaincu. Mais ça, je le sais. Par contre, juste, je voudrais rajouter de solidité, le cœur de Guibray. Si. un Katia. Donc on va attendre qu'il soit restauré en fait pour aller le visiter. Sur la technique proprement dite de lavage, en effet, hein, souvent il avait échangé le linge à la maison, on l'avait trempé, puis on le fait bouillir On le fait bouillir. dans les chaudrons, on le lave dans cette cuve, là, dans ce bassin-là, et on le rince dans le bassin qui est en amont. L'eau de rinçage repasse dans l'eau de lavage, évidemment, pas l'inverse. Alors, faut quand même, là, monsieur me demandait le niveau. Hein, évidemment, le niveau d'eau, il est là. Et on lave là-dessus, à genoux dans un carrosse. Voilà. On a une petite boîte là. Il y en a qui ont vu ça, hein. Ah, mais, Avec de les la gens paille, comme ça, pour oui. pas avoir froid, donc tu dois avoir des photos là-dessus. Et on a un battoir dans la main droite, une brosse en chien dent aussi. On brosse, on savonne, on brosse. Et puis alors on s'arrange pour faire le plus d'éclaboussures possible pour les voisines. Ça c'est la technique de lavage. Parce qu'à l'époque, alors si on remonte même encore pas, mettons avant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la campagne, on lavait le linge, on faisait la grande lessive 1 à 2 fois par an. C'est pour ça qu'ils avaient des armoires avec des douzaines et des douzaines de draps et des chemises. On lavait grossièrement et on blanchissait vraiment 1 fois par an. Ce qu'il faut imaginer aussi, ce que vous avez sur la photo qui est là, c'est également des bâtons à emplacement autour du C'est celle-là, lavoir. oui, on mettait le linge quand on Posés. l'avait. Voilà. Ben, ils dépassaient, on les voyait encore bien, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que quand vous avez plusieurs lavandières qui travaillent en même temps, c'est-à-dire que dans ce lavoir, vous aviez des lavandières dont c'était le métier, et puis vous aviez aussi des gens du quartier qui venaient laver leur linge, voilà. Ce qui n'était pas sans occasionner quelques problèmes de cohabitation et de coordination. Parce qu'évidemment, Notamment pour le... l'occupation des chaudrons, l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire que si on lave, on a besoin, voilà, au bout d'un moment, l'eau. Oui, mais là, ça se renouvelle bien, la source est bonne. Bah oui. Voilà, il y avait toute une logique de dire quand on a besoin d'eau propre, on le fait plutôt là-bas, dans le petit bassin, et plutôt en début de journée. Quand ici, au fur et à mesure de la journée, forcément, ça s'encrasse, donc il faut attendre que ça... Voilà, c'est tout un travail
de pas arriver tous en même temps et de pas se gêner les uns les autres, en fait. Alors, il y avait 3 sortes de lavoirs à Falaise, en gros, hein. Le lavoir municipal, si on veut, et le lavoir individuel. Il y avait des gens qui avaient leur lavoir dans le jardin, souvent dans les propriétés au bord de l'Ante, hein, au bord du ruisseau. Et puis il y avait un système de lavoir qui était un petit peu, c'est ce qui devait fonctionner sur celui-là à l'époque où il était privé, qui reviendrait un petit peu au lavomatique, c'est-à-dire on vient, on paye tant pour utiliser. Alors il y en avait un, je ne sais pas s'il y en a qui savent où il était. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors ça appartenait à un certain monsieur Pascal, qui était marchand de matériaux dans le quartier de Guibray. Alors quand vous prenez la route d'Argentan, vous avez le dernier feu, donc vous avez la route d'Argentan qui va tout droit et une route qui reprend en oblique, qui est le chemin de Vaud. Oui. Ah bah oui. Et bien là, entre les deux, dans la pointe, Il y avait une fontaine. il y avait une fontaine. Ouais. Ben, c'est alimenté le lavoir. Ouais, ouais, C'est lavoir. Et alors je crois, mais moi je n'ai pas pu le voir. En fait, quand on m'en a parlé, je n'ai pas pu le voir. Puis après, ben, c'est quelqu'un qui l'a racheté, puis il a tout démonté pour en faire une habitation. Vous connaissez peut-être. Je crois que les bassins étaient plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, hein, on l'avait dans l'eau devait couler dans le bassin et on l'avait. C'est plutôt l'envers. Hein. Alors pour revenir sur la technique, quand on faisait la lessive une fois par an, c'était pas du tout la même technique. Hein. Alors le principe, c'était ce qu'on appelait la buée. Hein. On a un grand chaudron, mais alors pas un comme ça c'est déjà la forme moderne, un grand chaudron en bois. On met, donc s'il est en bois, on ne peut pas chauffer la lessive dedans. Hein, ils n'auraient jamais eu des grands récipients en métal ou capables de supporter le feu. Donc on chauffe l'eau dans n'importe quoi, une petite marmite, hein, on a l'eau bouillante qui est là, on a un grand chaudron, l'équivalent d'un tonneau. Vous prenez un tonneau, vous le coupez en deux et on le met sur un trépied. On met dedans une toile qui n'est consacrée qu'à ça, qui est une grosse toile en lin dans le fond, et on met son linge dedans. Après l'avoir. Et alors on commence par le plus sale, au fond, les draps, les chemises des hommes, parce que et on finit par les petites bonnettes, les chaussettes, les trucs comme tout dessus, et on recouvre, et par-dessus on remet un deuxième linge, une deuxième toile, et là-dedans qu'est-ce qu'on met pour laver? Du savon. Non. Avant. De la cendre. Eh oui, elle a gagné. Il faut toujours écouter les autres. On met de la cendre, parce que dans la cendre, il y a de la potasse, et c'est la potasse qui lave. Alors là, on a notre linge. Alors, on le fait ça la veille, on emplit d'eau froide, et on laisse bien le linge s'imbiber, avec la potasse. Et le lendemain, on a un tuyau là qui coule. Alors, on enlève, par exemple, 2 ou 3 litres d'eau là, hein, et on les remet. Et là, on a l'eau chaude. Alors, on prend vous savez, ça s'appelle un puceux. Je sais pas, vous connaissez ça, non? Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Oui. Une espèce de petit... Comme une casserole, tu vois, avec un poignet, et hop, parce qu'ils n'avaient pas de robinet, tout ça, l'eau était pas... On prend et on met notre chose. Alors l'eau qui est là-dedans, elle va chauffer petit à petit, mais ça se fait sur une journée, hein. C'est au minimum 12 heures, c'est pas plus. Hein. Donc la veille, on le met à froid, et après on fait, voilà. Et au bout d'un moment, l'eau est quasiment bouillante. Mais votre linge n'est pas brûlé. Et il n'est pas brassé dans la machine. Comme disait la mère de Nid, hein, comment qu'elle disait ah ben c'est bien vrai, Charles, ben c'est bien vrai. Et voilà, c'est comme ça. Alors ça, c'était la corvée une fois par an. Du coup, on va peut-être, pour avancer un petit peu, s'avancer vers... je vais vous inviter à monter l'escalier ici, préparer l'aménagement à côté, en fait. Comme tu veux. Pendant qu'on est encore Vas-y, dedans, oui, c'est on est là. bien sûr Vas-y. un mot très rapide pour vous donner un peu la philosophie de restauration de ce lavoir. Donc la première phase qui était un peu compliquée, hein, vous avez vu, c'est le bâtiment qui est au-dessus, qui est vraiment dans un état de ruine, c'est pour ça qu'il a été sécurisé. Et le parti pris de restauration de ce lavoir, c'est vraiment, vous constatez tous que c'est un lieu très pittoresque, qui est déformé, qui est usé, et l'idée de la restauration, c'est de respecter cette patine. Donc on a tout prévu, en tout cas l'architecte qui nous accompagne l'a bien saisi, tout prévu pour que la restauration soit la plus sobre possible. Donc toutes les charpentes vont être démontées, tous les bois qui doivent être changés seront changés. En revanche, tous les bois qui peuvent être conservés seront conservés, donc on va fonctionner par système de greffe. Les bois qui seront changés le seront par du bois en chêne réessuyé, c'est-à-dire du bois qui est resté plusieurs années dehors pour se patiner.
toutes les tuiles seront changées. Là, on a un pan en ardoise qui va repasser en tuiles. Là encore, on va réutiliser un maximum de tuiles pour conserver cette patine et cette ondulation de la couverture. Voilà. Et puis, j'en ai discuté très récemment. On va essayer de... Pour l'instant, on ne prévoit que de nettoyer les murs et les maçonneries en pourtour, mais on va essayer d'organiser des chantiers de bénévoles pour pouvoir aller jusqu'au rentoiement. Voilà, que certaines personnes de bonne volonté qui ont envie de mettre la main à la pâte et de s'initier à la maçonnerie ancienne puissent le faire. Voilà, c'est un mot rapide des travaux de restauration sur cette partie là-bas. Ok. Et bien on va enchaîner avec la partie accès et aménagement. Mais là, il faisait du feu dessous. Tu vois, là, il faisait du feu, c'est ça. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. Non, plus tard. Là, je vois qu'ils veulent le garder parce que c'est la pâtisserie. Ouais. Franchement, tu regardes, à la base, Ouais. parce qu'il y a du béton, et en fait, le béton avec le bois, ça le bouffe. Donc, le bois, On voit, c'est du béton. Le chat de fuite. Ouais, il y a pas mal de boulot en Chantier. Ah. Il y a déjà eu un gros boulot de déblayage qui a été fait, puisque la première fois que je suis venue ici au printemps dernier, je vais vous débarrasser. La dernière fois qu'on est venu ici au printemps dernier, bah, il y avait un mètre d'ortie, hein, et de ronces. Il y avait de la végétation qui était incrustée dans à peu près tous les murs. Donc en fait, quand je vous disais qu'on n'utilisera plus l'ancien accès, le nouvel accès se fera ici. Donc en fait, il reste ce mur à verser. Voilà, avec une descente en pente douce. Une rampe pour les Ouais, non, il n'y aura pas d'accès handicapé. Là, on est désolé, mais ça passe et un pas. ascenseur. Voilà, avec ici, tu m'arrêtes si tu ne me trouves pas assez précise, avec un cheminement de manière à rentrer dans le lavoir par l'endroit où nous sommes passés, aménagé en jardin, et avec des panneaux qui vous expliqueront voilà, l'histoire du lavoir, la tannerie, le quartier, le projet de mise en valeur. Voilà, donc les emplacements des panneaux ne sont pas encore totalement définis. On avance. Voilà. Et puis, nous, au niveau de l'association, on a accompagné la ville, en fait, sur le contenu. Voilà, tout simplement. une aide très, très précieuse. Je ne sais pas, on verra ça. Alors, est-ce que tu crois que tu peux t'engager sur un délai? Parce que chaque fois qu'il s'engage tout le sur un monde délai, t'écoute, on ça, prend hein. 3 mois dans la vie. Donc, Tout le monde écoute. Mais je me suis jamais engagé. C'est ça. Mais forcément, quand je donne des dates et qu'on ne les tient pas. Non, maintenant, les travaux, donc là, ont commencé, on va dire. Normalement, 3 mois. 3 mois, donc ça nous emmène à la fin du mois de décembre. Raisonnablement, je pense qu'on va inaugurer au début du printemps 2024 au beau jour, parce qu'on ne va pas s'amuser à inaugurer en plein mois de janvier. En plein mois de janvier. Le conseil jusqu'au 21 mars, ça va. Voilà. Après la décision est portée, donc on verra, tout est possible, mais je pense que... Et donc avec un accès, sauf si ça a évolué depuis la dernière fois qu'on en parlait, donc accès gratuit avec un système de porte à ouverture à certaines heures en fait. L'idée étant que les gens qui souhaitent visiter puissent rentrer dans les horaires définis et ressortir. On n'a pas prévu de vous enfermer. Mais que par contre, de pouvoir limiter l'accès la nuit, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de squat, de dégradation et autres promenades nocturnes. Voilà, il n'y aura plus le système de il faut monter à l'office de tourisme, chercher la clé, redescendre la clé, remonter. Voilà, on n'est pas là-dessus. Voilà, on est vraiment sur un accès libre avec des horaires limités parce qu'effectivement, l'idée n'est pas qu'on puisse y accéder 24 heures sur 24. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que quand il y avait les lavandières,
il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de dégradation et il n'y avait pas des ados qui venaient boire leur bière pendant toute la nuit. Pas de mal des ados, il y en a dans le monté la garde. Alors après, elles ont déserté les lieux, petit à petit, c'est devenu un petit peu. Par contre, quand tu donnes des délais, bâtiment compris? Non, le bâtiment. Ah non, ça, on ne parle pas de ça. On est vraiment sur Donc, l'accès et l'avoir. L'accès. Le bâtiment, je crois qu'on peut C'est pas en pas parler. pareil. C'était hier. Il n'y a rien de prévu pour le moment sur le Pour le bâtiment. Néanmoins, on est bien conscient, faudra faire quelque chose. et moi en premier, que si on laisse comme ça encore 10-15 ans, ça va tomber. Et donc, sur le prochain mandat, début du prochain mandat, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai quelques idées, j'aimerais bien, sur la vocation touristique, essayer pourquoi pas de faire un gîte. Bon, on verra, mais on sait qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu vois, ça vient, 15 ans, c'est rien. 15 ans dans la Pour te compléter, Alain, c'est vrai que quand les lavandières ne sont plus venues, ça a été fréquenté par la jeunesse falaisienne, mais c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, les Falaisiens ils sont particulièrement attachés parce qu'ils sont venus passer des moments, voilà, et c'est ça qui fait que c'est un lieu aussi symbolique, au-delà de l'histoire, que c'est un lieu symbolique pour Il y les a un Falaisiens. attachement Voilà. affectif. Voilà. On va vous proposer, comme l'heure tourne, on va... J'étais parisienne, mais je suis à la Falaise depuis 17 ans. Et avec Alain, je me suis battue pendant des années pour justement être proposé de faire un gîte au-dessus. Ben, ça viendra. Oui, Voilà. Tu vois, en fait, elle a déjà eu ton idée il y a 17 ans. comme quoi on n'invente rien. Mais le problème, c'est qu'entre deux, l'état des lieux ne s'est pas amélioré. C'est sûr que c'est ça qu'on déplore. C'est vrai, sinon ça serait pas grave. Quand t'as un tumulus, un truc comme ça, dolmen, tu peux attendre 100 ans, ça bouge pas. Mais ce genre de truc, chaque année compte. Ouais. Alors, on va Comme ils continuer, mettent sur les cadres on va solaires. ressortir Hein. et on va continuer Tout touche la dernière tube en à tous les poursuivant gens. avec les tanneries au niveau de la fontaine d'Arlette. Allons-y. Valeurs touristiques, de loisirs, voilà. De changer finalement complètement la vocation d'un quartier qui était un quartier ouvrier, populaire, industrieux, voilà, avec un habitat très très dense, avec des jardins aussi, enfin voilà, on était à mi-chemin entre le quartier industriel et le quartier et l'aspect maraîcher, enfin jardinier, etc. Et l'idée c'est vraiment d'en faire la vitrine de Falaise avant de rentrer dans le centre-ville reconstruit. Pourquoi? Parce que aussi, après à partir de la reconstruction, on entérine complètement le fait que les accès à Falaise, quand on vient de ce côté-là, se font par la route de Bretagne, par les Vercagnes, par l'avenue d'Hastings. Et finalement, on oublie complètement les accès anciens. On reparlera des accès anciens quand on sera rue du Val-d'Ante, en fait. Voilà, il y a vraiment un déplacement complet de la fonction du quartier. Alors, la fontaine d'Arlette, dont le 57, si je ne me trompe pas, donc qui représente la légende de la rencontre entre Robert et Arlette. J'y reviens pas. Si je vous montre ça, c'est peut-être un aspect. Et pourtant, on est au même endroit. On est au même endroit. Je vous ai dit qu'en 1932, René Langevin rachetait le lavoir. Bon, vas-y, tiens-le si tu veux. Racheter une partie de la tannerie pour en faire un lavoir. S'il a besoin de faire un lavoir ici, c'est parce qu'en fait, la fontaine d'Arlette, avant qu'elle ait cet aspect-là, a été un lavoir et a été, alors à une période très courte entre la fin du 19e siècle et les années 10, je pense, un lavoir couvert. Et en fait, la photo que je vous ai montrée et qu'Alain est en train de faire circuler, c'est une photo de ce lavoir couvert qui en fait se trouvait Devant la fontaine. et dont les plans sont conservés aux archives du Calvados. On dit toujours sur Falaise, il n'y a pas d'archives. Je peux vous dire que s'il y a des gens curieux qui aiment les documents anciens, le fonds des archives municipales de Falaise est déposé aux archives municipales du Calvados en accès libre et ne demande que des chercheurs pour s'en occuper et le dépouiller. Et pourquoi ça n'a pas brûlé avec le reste de la ville? Les archives, Elles ont été préservées quand même. elles ont été préservées. Une partie. C'est-à-dire qu'on est essentiellement sur des archives qui vont... Il y a quelques documents médiévaux, c'est pas l'essentiel. On est essentiellement sur des archives de la période moderne. Quand je dis période moderne, c'est 16e, 18e et contemporaine. Mais il y a des choses tout à fait intéressantes dedans.
parce que de toute façon, pendant la guerre, il y a des tas de villes qui ont mis à l'abri leurs objets, leurs documents anciens, par crainte de destruction. Et les bombardements de Falaise sont tardifs, c'est-à-dire qu'ils sont de 44. Donc ça fait 5 ans que la France est en guerre. Je pense qu'ils ont eu la conscience de se dire on risque des ennuis, mettons à l'abri. On n'a pas dégommé à l'abri, on se sentait trop loin. C'est Bayeux qui a raisonné comme ça, il n'a pas été bombardé du tout. Bayeux a tout mis à l'abri, il n'a pas eu une bombe. Falaise, pas trop. Hein. Le musée, là où il y avait toutes les collections, il était complètement rasé. Voilà. Grosse Donc, perte pour Falaise. Pour l'anecdote, la photo qui est là, est une photo de 1903. Voilà. Que vous retrouvez dans un livre. Il y a en fait une Anglaise, une touriste anglaise, parce qu'il y avait déjà des touristes au début du XXe siècle, qui a fait tout un livre sur Falaise et tout un tas de photos. Et ce qui est extrêmement précieux, c'est que bien souvent, ces photos montrent des aspects qu'on ne retrouve pas sur les cartes postales. Parce que la carte postale a la vocation pour valoriser et mettre en scène une partie d'une ville qu'on veut faire connaître et valoriser. Elle, c'est ses impressions de voyage, en fait. Donc forcément, nous, quand on voyage, on ne fait pas forcément les mêmes photos que l'office de tourisme, pour faire court. Voilà. Je laisse la parole à Alain et on va passer sur l'aspect tannerie. Alors, les deux grandes activités professionnelles, si vous voulez, à Falaise, et de mamelles en quelque sorte, qui ont nourri la ville, c'est d'une part le cuir et le textile. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, le cuir, ça remonte évidemment à loin. On a assez de fait. On sait, ça c'est un fait historique, que le père d'Arlette était tanneur. Tanneur, mégissier, pelletier. Hein. Il travaillait le cuir. Donc, on sait qu'il y a au moins une activité autour du cuir dès cette époque-là. Certainement bien antérieurement. Alors, il y a même une tradition qui veut que le père d'Arlette serait un réfugié, hein, parce que les réfugiés, c'est pas propre à notre époque, il y en a eu tout le temps. Quelqu'un qui aurait quitté son pays, peut-être fui, on ne sait pas, est-ce que c'est pour des raisons commerciales, professionnelles, religieuses. Il était originaire de la ville de Huy, H-U-Y, sur la Meuse, c'est-à-dire en Belgique, plus exactement en Wallonie. Et d'ailleurs, si vous allez à Huy, vous verrez la statue d'Arlette. Il revendique la naissance d'Arlette. Légende ou réalité, je ne tranche pas. Alors, en effet, c'est là que je retombe sur mes pieds, à proximité de la ville, il y a une petite ville qui s'appelle Florène et qui était spécialisée depuis la nuit des temps dans la tannerie. Donc on peut très bien imaginer que tout le monde est tanneur, il y a de la concurrence, le pauvre il n'arrive plus à gagner sa vie, il dit bon ben moi je vais aller voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il entend le nom de Falaise? Il l'entend facilement. Il y a la foire de Guibray, donc les gens voyagent, Falaise est connu. Oui. Il n'y a pas besoin d'y être pour savoir qu'à Falaise on fait du commerce. Donc Guibray. Donc il vient là, il a la foire, où il va pouvoir vendre tout ce qu'il a. Et on suppose qu'il a amené sa petite charrette avec tout son stock. Ça part comme des petits pains. Il dit, oh là là, intéressant ici le commerce. Et il a une clientèle. Le château. En général, dans un château, c'est des gens riches qui vivent. C'est des gens qui ont de l'argent. Et les gens qui ont besoin, alors on est au Moyen-Âge, les broignes, les côtes de maille, c'est du métal, mais tout le travail du cuir et l'équipement du cavalier, tout ça, c'est du cuir. Donc, il se met à travailler. Et alors, c'est là qu'est le miracle. Il trouve au pied du mont Mira, regardez là dans le ruisseau, l'eau, une eau claire qui s'ouvre. On la voit, là, regardez les petites bulles, là, vous voyez? C'est ça l'ancien lavoir. Alors ça, c'est formidable, parce que la qualité de l'eau est fondamentale dans la fabrication du cuir. On ne peut pas faire du cuir avec n'importe quelle eau. Il faut une eau qui soit pas dure, pas calcaire, pas séléniteuse. Une eau parfaite pour faire du cuir. On peut penser que l'origine du développement de la tannerie, c'est déjà dès Robert le Magnifique, dès l'époque de Guillaume le Ferrand, donc on est au XIe siècle. Ça va se développer. Falaise devient une des villes les plus importantes, enfin, la deuxième ville après Orléans au XVIIe siècle dans la production du cuir. Parce qu'on faisait du cuir un peu partout. Hein. Il y en avait à Brenay-sur-Lay, il y en avait à Condé-sur-Marou, à l'Aigle, Ponto de mer. Hein. Là où il y a l'eau qui convient, on produit du cuir.
Parce que faut pas oublier que le cuir, c'est un petit peu moins vrai à notre époque, parce qu'il a été remplacé par tout un tas de matières plastiques et synthétiques, mais à l'origine, c'est quasiment la seule matière dure, solide, durable, qu'on peut former. Alors ça sert surtout à faire les chaussures, de moins en moins maintenant, mais à l'époque, une chaussure c'était à peu près du 100% cuir, hein, et tout l'équipement des chevaux. Alors imaginez, à l'époque il n'y avait pas encore des cuirs, les automobiles. Ça devait bouger à l'époque, hein, quand même. Encore, il y a eu du cuir aussi dans la série automobile. Des Tout choses, l'équipement ouais. à base de cuir, les courroies des machines, quand on a commencé à mécaniser, c'est un métier avec des gros cuirs de bœuf, on fabrique des courroies, c'est le métier du correilleur. Le magicien, il fait un truc pour faire plutôt des peaux fines pour faire les gants et ces choses-là, c'est le magicien. Hein. Et ainsi de suite. Il y a toute une gamme de produits qu'on fait à partir du cuir des animaux d'élevage, bœufs, chevaux éventuellement, hein. Bien qu'on ne mangeait pas les chevaux, mais quand ils mouraient, on récupérait la peau, hein. Les chèvres, les moutons, hein. Le mouton servait par exemple à faire les parchemins, hein, et puis les animaux de chasse. Animaux de chasse, hein, les renards, hein. Et puis aussi, alors, ces animaux étaient plutôt destinés à faire de la fourrure, hein, les martres, les iblines, parce que c'est aussi une branche de du cuir. On a une rue à Falaise qui s'appelle la rue de la pelleterie. Cette pelleterie, c'était plutôt de la fourrure. On traite le cuir sans enlever les peaux, sans enlever le poil. Alors, tandis que sinon, on fait la première opération qui s'appelle le pélanage. Alors, on va faire ça en trempant les peaux dans du thon, TAM. Le thon, c'est de l'écorce de chêne. Hein. Vous avez tous entendu le mot qui a été lancé comme un proverbe par François Mitterrand, il faut laisser le temps au temps. Alors tout le monde écrit ça, TEMPS, TEMPS. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Laisser du temps au temps, on le comprend comme on veut. Non, c'est laisser du temps, TEMPS, au temps, TAM. Il faut laisser au temps le temps de faire son effet. Parce que les bains, surtout quand vous prenez des gros cuirs de bœuf qui font presque 1 centimètre d'épaisseur, c'est au minimum 18 mois. Quand c'est pas 2 ans. Ça veut dire que le gars qui s'installe comme tanneur, il achète ses pots, il les met à tremper, il les vendra dans 2 ans. Ça suppose des capacités de production, des reins solides, et ainsi de suite. Oui. Maintenant, on fait ça beaucoup plus rapidement, hein, parce qu'on accélère les bains, et puis maintenant, et aussi le tannage chimique au chrome, qui est hyper solide, hein. Donc le temps, le cuir, c'est une question de temps. TAM et de temps. Alors la première opération du cuir, c'est ce qu'on appelle le travail de rivière. C'est pour ça que c'est toujours installé au bord d'un fleuve, d'un cours d'eau quelconque. C'est le travail d'en bas. D'où le nom de l'atelier de la basserie. Et après, le cuir il va remonter dans l'atelier où on va travailler, et ensuite il va monter au séchage. Par le bas du ruisseau jusqu'au séchoir. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que la maison que vous avez là se targue. J'espère que vous avez dit ça là. Mais je le dirai des preuves. Il appelle cette maison la tasserie d'Arlette. Tasserie, T-A-2-S-E-R-I. Papa, ils sont imaginés, quand ils ont acheté la maison, il faut lui trouver un nom. Alors, il était pas dans le cadastre, ils ont vu un nom. Un nom. La première lettre devait être un petit peu limée. Ah ben la tasserie, bah oui, c'est là qu'on a tassé le cuir. Ok, d'accord. Adulé, c'est pas. Non, c'est la basserie. La basserie d'Arlette. Le travail d'en bas dans la rivière. C'était pour l'anecdote. Alors, deuxième activité très importante, alors oui, ces tanneries vont se maintenir, grande époque, 17e, 18e, ça marche encore au 19e, ça va après diminuer un petit peu, les gros vont manger les petits, comme ça se fait un petit peu partout, hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec les laiteries, hein. Il y avait une fromagerie là, des Rochers, vous savez où elle est arrivée? Vous y avez travaillé? Oui, aussi. Ouais, capitaliste, bélier, pas dans les détails. C'est exactement le même principe avec les tanneries. Elles ont quand même été relancées après la guerre. Il ne restait plus qu'une tannerie, la tannerie Farollet, qui était un tout petit peu plus loin. On en parlera quand on passera devant. Tout à l'heure, il en reste encore. Et alors, ça a été racheté par les tanneries de Saint-Pierre-sur-Dive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une rue des tanneries quand on traverse sans passer dans Saint-Pierre, hein, sur la droite, il reste en bord du Dive, toujours au bord de l'Anse. C'était les tanneries Queret, je crois, il me semble, à l'époque. Et ça a dû arrêter à la fin, dans les années 80-90. Et il y avait aussi une grosse activité de tannerie dans la vallée de la Lèze. Alors ça a duré encore, il y a eu les tanneries Coutances, ça a duré encore un bon moment.
il reste encore par contre un atelier assez complet avec justement le séchoir, tout le travail des basseries qu'on peut visiter au Journée du patrimoine. Le hameau Gauguin, au-dessus de Bretteville, voilà, Fresnel-Pucé, quand on remonte vers la... C'est juste après Bretteville. Voilà. Et voilà. Alors ça donne un bon exemple, si vous voulez, de ce qu'il peut y avoir à Falaise. Sinon à Falaise, eh bien, il reste question séchoir. Je ne crois pas qu'il en reste. On les voit sur la photo. Alors, oui. Alors, on peut imaginer que ce qui était montrer. au-dessus du lavoir, ça a dû servir de séchoir, d'abord au cuir, puis ensuite au lin. Sinon, il y a les bassins de pierre qu'on a vus là, mais qui ont été rebouchés, qui appartenaient à ces... donc, c'était devenu là-bas, c'est tout un tas de bassins dans lesquels on trempait les cuirs. La basserie, alors... Des bâtiments à clé. Voilà. C'est-à-dire Sinon, des c'est tout, il reste bâtiments vraiment... qui Vous voyez, sont- quelques... voilà. Par contre, on a encore les noms de rues, à la place au cuir, la rue de la Pelleterie, et ainsi de suite. Posés en pied. Oui, alors De c'est des... manière à ce que l'eau ne rentre pas, C'est mais des que séchoirs l'air à, circule. c'est des séchoirs à claire-voie parce Voilà. qu'il faut que le cuir sèche lentement. Donc on contrôle, c'est un peu comme les fromages. On retrouve exactement le même type de construction avec le Livaro, les fromages. Parce qu'il faut avoir des petits panneaux de bois qu'on peut ouvrir, courant d'air, il faut que ça sèche lentement. Si ça ne sèche pas assez vite, ça moisit. Et si ça sèche trop vite, ça durcit, ça fait du parchemin. Faut que ça... Alors le temps en longueur, parce qu'il faut que ça prenne à cœur. D'ailleurs, quand un bourrelier ou quelqu'un allait se fournir son cuir acheté, il en coupe un petit bout, il voit bien si au cœur, si le temps n'a pas fait son effet jusqu'au bout, on voit un petit trait, il voit bien qu'il n'est pas de bonne qualité. Et puis alors après, le temps de séchage. En plus, il y a le séchage, on travaille, on ressèche, c'est tout un... Et alors, on travaille avec le temps, donc écorce de chêne qu'on trouvait dans les bois partout, là. C'était toute une industrie au printemps. Il faut le couper juste au printemps, juste au moment où il commence à pousser. Et, alors on coupe les arbres, le bois est au bois de chauffage, et après il faut le broyer, en faire une poudre. C'est pour ça qu'on a des moulins à temps, il y en avait au moins 2 ou 3 là dans la vallée. Il y avait 7 ou 8 moulins là, dans la vallée, il y avait moulin à blé, et moulin à temps. Ça a d'ailleurs posé des problèmes de déboisement, je crois. Oui, mais c'est des bois, ça pousse 30 ans de cycle à peu près. C'était pas des vieux chênes de 200 ans qui servent à faire les feux. C'était des... ça posait des problèmes, oui, ça posait des problèmes. Hein. Mais ce qui a posé beaucoup plus de problèmes en termes de déboisement, c'est les mines, par exemple, à Saint-Hilaire-de-Valois. Alors ils ont tout déboisé, je ne sais plus combien il leur fallait d'hectares, et ils allaient plus vite que la repousse. Là, en temps, je pense qu'il devait à peu près suivre. Hein, parce que déjà, le temps, il reste 18 mois dans le fût. Et puis, on met d'abord, on le dilue. En fait, on va le mettre dans plusieurs cuves. Et en fait, quand il a été trempé par un mois dans une, on va le mettre dans une autre. Et on augmente la concentration. Parce que si on met trop vite, en fait, il va tanner les fissures. Et après, il faut le mettre dans un truc très dilué, au moins 8 ou 10 bains différents. C'est toute une... Donc, ça veut dire qu'à peu près tous les mois, il fallait ressortir les pots, les bras. Il n'y a plus d'éthanol. Par contre, alors un autre industrie qui n'existe plus non plus, qui a tourné la page, c'est le textile. Alors le textile, c'est pas uniquement falaisien, hein, la tannerie non plus. Les Falaises étaient une ville particulièrement riche en matière de tannerie. Le textile a fait la gloire des Falaises, hein, notamment le travail de... Alors c'est toute la basse Normandie, hein, en particulier la région de Vire, Condé-sur-Noireau, Flers, La Ferté-Massé. C'est le bassin cotonnier. Hein. Alors Condé, c'était plutôt spécialisé dans le filature, Flers plutôt dans le tissage, en gros, parce qu'il y en a qui faisaient tout, avec les filatures, tissage, teinture, d'autres qui vont se spécialiser dans la teinture, d'autres dans la blanchisserie. Hein. Ça fait vivre aussi tout un tas de corps de métiers. Par exemple, la mécanique des métiers à tisser, par exemple. Il y avait les fabricants, ce qu'on appelle de ROS, R-O-S. C'est le peigne dans un métier à tisser. À l'origine, c'est fait avec des roseaux. Hein. Il y avait les fabricants de ça, ou les cardes. Hein, c'était des métiers spécialisés. Hein. Et donc, il y avait les fabricants et puis tous ces métiers qui gravitaient autour. Alors, puisqu'on est là, on voit devant nous un grand bâtiment épargné par les bombardements. Je suppose que il remonte évidemment au Moyen-Âge, c'était réhabilité plutôt au XVIIIe siècle. Hein. Et derrière, vous voyez un bâtiment avec une série de toits typiques de l'industrialisation. Le seul qui reste de cette époque-là.
dans les bâtiments industriels du 19e siècle. Je pense qu'il y en a encore dans la rue de Baïf, notamment dans l'ancienne maison qui est habitée par le tuilier. Je crois qu'il y a encore des bâtiments qui sont terminés. Oh, mais je sais qu'il y a des machines, il y a ceux qui paraît qu'elles sont enterrées dans une fosse. Alors, il y a du boulot pour les archéologues du futur. Hein. Donc voilà. Alors, quelle était la spécialité falaisienne? Vous avez vu les lavandières, elles ont toutes quelque chose sur la tête. Hein. C'est le fameux bonnet de coton. Alors c'est quoi le bonnet de coton? Ah, c'est un bonnet de coton, vous allez me dire. Oui, mais qu'est-ce qui est particulier? C'est pas du tissu. Mais non, c'est pas du tissu, c'est quoi? C'est de la laine. Non, c'est du coton. Mais un bonnet de coton, il est pas en laine. Hein. Il faut quand même. Soyons logiques. C'est en coton. Et voilà la différence. C'est quoi la différence de la bonnetterie et le tissage? Ça, c'est de la bonnetterie. Saint-James, Armand-Luxe, vous connaissez tous. C'est de la bonnetterie. C'est du textile. Ça, c'est du tissu. Hein, ça, c'est du beau tissu. Hein. C'est de la bonnetterie. Hein. C'est de la maille. Falaise a été à la pointe du progrès en matière de maille. La grande ville de la maille, c'était Troyes, en Champagne. Et Falaise était en deuxième position. Et notamment, comme c'était l'activité principale, ils ont développé des techniques et donc ils ont notamment de fabrication. Ils ont mis au point les métiers à tisser circulaires. On tournait une manivelle, et comme les machines à tricoter, si vous avez vu des machines à tricoter. D'ailleurs, si vous regardez les machines, si vous avez un coup d'œil sur Armand-Luxe ou Saint-James, c'est des grands, alors maintenant ils sont immenses. C'est des petites aiguilles. Parce que ça permet de tricoter très fin, ce qu'on ne peut pas faire à la main. Quand vous imaginez tricoter des bas de soie à la main. Alors ça, c'était un spécial de la bonnetterie. Et donc tout ce qui est, notamment par exemple une maison comme les Chênes Balou, qui se sont spécialisés dans la mécanique des métiers à tisser. Alors ça va subsister, ça va péricliter déjà pas mal au 19e siècle, parce que le gros problème, il est très contemporain, c'est l'énergie. Tant qu'on faisait fonctionner les métiers à main, ils s'étaient répartis dans la campagne. C'est musculaire, ça on peut le faire n'importe où, filature au rouet et tissage au métier. Mais dès qu'on a commencé... Alors, c'est la filature qui va se mécaniser en premier, dès la fin du 18e siècle. Même. D'abord, donc, parce qu'en fait, la filature, c'est le goulet d'étranglement. Ça pose beaucoup de temps quand il fait le fil au rouet. Parce qu'attention, quand vous tissez du fil fin, il en faut des kilomètres et des kilomètres. Donc, alors, ils faisaient ça, on cultivait du lin en Normandie, on cultivait du chanvre, mais on cultivait, maintenant quand on en voit, c'est des hectares et des hectares. Une pièce de 10 hectares de lin, ça ne surprend personne. Mais à l'époque, quand on avait un demi-hectare de lin, c'était tout fait à la main. Quand vous aviez ramassé ça, vous n'avez pas occupé toute la famille. Parce qu'en général, c'était les femmes qui faisaient pendant tout l'hiver. Hein. Donc on travaillait pour ça pendant tout l'hiver, hein, et puis après, on montait ça sur le métier à tisser, mais ça va un petit peu plus vite. Donc, donc d'abord, c'est les Anglais qui ont mis ça au point. Hein. Par un système d'espionnage, on a réussi à leur piquer le truc et à faire la même chose. C'est pas, les Chinois n'ont pas inventé ça, l'espionnage industriel. Donc on a mis au point des machines qui vont se perfectionner, bien sûr, j'en prends dans les détails, et ça va permettre d'alimenter les métiers. Et les métiers, on va aussi les mécaniser. Alors comment on les mécanise? Avec l'énergie qu'on a sur la main. Ben voilà. L'hydraulique. Sauf que quand vous regardez l'Anse, là on est au mois de septembre, je ne sais pas depuis quand. L'été, je suis plus vieux. Quand vous avez alimenté un moulin, il faut que l'autre il attende que vous ayez largué son eau. Donc on va très vite se trouver limité. C'est ça qui va en fait poser le gros problème. Techniquement, Falaise est très développée, mais au niveau énergie, il surtout les. Alors comment on fait? Il faut retrouver une autre source d'énergie, la machine à vapeur. À partir du milieu du 19e. Alors, donc ça avait un handicap parce que par rapport à toute la région de Condé-sur-Noireau, la vallée du Noireau, la vallée de l'Avers ou la vallée de l'Orbiquet à Lisieux, eux ils ont de l'énergie à peu près à foison. Quoi. Là, il fallait un petit peu limiter. Donc ça c'est un facteur, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a aussi un facteur humain. Parce que quand une industrie est plus ancienne, les ouvriers sont plus qualifiés, ils sont plus exigeants. Donc quand on ne les paye pas assez, ils font grève. Alors que les paysans du bocage, qui n'avaient jamais travaillé dans l'industrie, on leur disait, vous allez faire ça pour tant d'euros de l'heure, ils étaient bien contents de trouver du boulot. C'est un des facteurs qui nous, c'est pas le seul, hein. C'est tout un tas d'éléments qui... Puis après, il y a des histoires de familles, hein. Il y a des familles conçues, transformées et développées, et d'autres moins, c'est un peu... Mais alors, en 1944, les églises... Attends, j'ai presque fini. Les usines existent encore. Il y en a une là au pied du château, il y a 2 grandes usines au Bril.
qui vont être bombardées et on va les reconstruire, mais de l'autre côté de la ville. Alors on ne construit pas dans le centre-ville, donc on va les reconstruire rue Tabassial, c'est-à-dire là où il y a eu une Attention à vous. pour ceux qui ont connu ça, qui maintenant il y a des résidences, hein, et un petit peu plus loin. Ces usines-là vont être reprises par Moulinex en 58 et on tourne la page. Textile à Falaise, fini. Je te laisse la parole. Peut-être que quelqu'un le sait. Vous vous doutez bien que cette grille, telle qu'elle est là, qui donnait accès à la piscine dans une espèce de petit parc à vélo qui ne serait pas grand-chose, elle n'a pas été faite exprès pour ça. C'est de la récup, d'avant-guerre. Où était-elle avant-guerre? Quelqu'un a une petite idée? Pas au château, non. Au château de la Fresnay non plus. Pas dans un château. Un cimetière. Non. Alors, je vous situe. Vous voyez la route de Putange, ce qui doit s'appeler rue de la Bastiale quand elle commence. Et après, route de Putange. Vous voyez? Et après, vous avez la route de Caen, la route de Clémenceau. Et quand vous remontez là entre les deux écoles, Baudreau-Carnot. Vous voyez? Donc, Baudreau-Carnot, route de Putange. Ça fait un angle. Et bien là, dans cet angle-là, comme c'est en triangle, Attention, il y a une voiture. et derrière, il y avait une belle propriété qui était la propriété d'Italiens qui étaient des assureurs et qui tenaient la compagnie d'assurance qui s'appelle la Concorde. Je vous dis ça parce qu'on me l'a raconté, hein, parce que j'étais pas là. Moi. Et donc, mais les Italiens, au lendemain de la guerre, ceux qu'ils avaient perdus, ben, ils étaient du mauvais côté. Donc les Italiens n'ont rien récupéré des dommages de guerre. Eh oui. Donc la ville a récupéré et on a installé cette ville. Il y a une photo, je crois, de 1900. Tu dois peut-être la voir sur Facebook. Tu l'as peut-être vu sans savoir que c'était ça. Où on voit les. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de grève à Falaise. En 1936, il y a une photo, on voit le personnage. Tu l'as vu celle-là? Oui. On voit le... ben, tu ne savais pas que c'était cette grille-là? Je me suis interrogée, j'ai trouvé qu'elle lui ressemblait. Eh bien, tu as la réponse. On voit une photo, le personnel en grève des usines celle de de- tissage de la rue des Palif, Leclerc. qui sont là devant la Celle grille de de la Bénédicte. Concorde. 1936. Alors, pendant qu'on est là, je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on continue à avancer, je vous ai dit tout à l'heure que le cours de Lente avait subi quelques modifications. Et que la rue de la Roche n'avait surtout plus l'aspect qu'elle avait auparavant. Je vais vous inviter à une petite plongée dans le temps. Alors, il faut peut-être se rapprocher. Je ne pouvais pas faire d'agrandissement plus grand parce que ça aurait été peu pratique à balader. Là, je vous demande vraiment une plongée dans le temps. Attention, il y a à nouveau une voiture. On est en 1750. C'est le plan le plus ancien qu'on connaisse de Falaise. Alors, ce n'est pas un plan de Falaise, c'est ce qu'on appelle l'Atlas de Truden. Au milieu du XVIIIe siècle, ça s'est étalé sur une trentaine d'années. C'est l'époque où on éprouve le besoin de disposer d'une cartographie de la France de l'époque, extrêmement précise et détaillée et surtout homogène. C'est-à-dire qu'on était sur un territoire où les unités de mesure n'étaient pas les mêmes d'une région à l'autre. Donc on n'est pas encore dans le système métrique qui se mettrait en place à la Révolution, mais on est déjà dans une volonté de cartographie. Donc l'Atlas de Truden, il couvre la France dans ses limites de 1750-1780. Normalement, vous allez réussir à vous situer assez facilement puisque vous avez le château ici. Donc une fois qu'on a le château au-dessus de notre tête, on y arrive. Alors, je ne peux pas dire si le lavoir dans son état actuel est sur cette photo, puisque vous voyez que il est dans ce corps de bâtiment ici. Et en fait, ce que vous voyez là, donc vous avez l'ante ici qui passe au pied. Vous avez ici, quand on continue, si on voulait retourner vers la fromagerie par exemple, vous avez deux bras. Ici, à peu près à l'endroit où on est, grosso modo, vous avez tout un croisement. Ici, vous avez le bief. Ce qu'on appelle un bief, c'est une dérivation d'un bras de rivière, en fait, qui arrive du lavoir et qui dessert la fontaine d'Arlette, qui est là à l'angle, en fait. Et là, vous aviez tout un circuit d'eau, en fait. Et vous aviez une branche qui passait dans le camping. Ça, on l'a toujours. Vous l'avez au niveau de la clôture verte, là-bas. Et vous aviez une autre branche qui longeait la rue de la Roche. Parce qu'en fait, la rue de la Roche, telle qu'on la voit, ce qu'il faut imaginer, c'est que la rue de la Roche, c'était une rue qui bordait une rivière, en fait,
Et les maisons étaient construites le long de la rivière, avec des petites passerelles qui permettaient de passer la rivière. Les gens avaient vraiment l'eau au pied de leur maison, en fait. Donc ça, évidemment, tout ça aussi. Je te dirais bien que le Maresco, jusqu'à une époque récente, servait aussi de tout à l'égout. Le Maresco, c'est la rivière qui est de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, tout cet aspect, et on comprend mieux pourquoi finalement ce quartier a été utilisé pour des tanneries et pour de l'industrie. L'eau est entre ici et le plan d'eau. L'eau, elle est omniprésente. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui connaissent la ville de Pont-Audemer, vous avez à peu près ce type d'aspect en plus réduit, avec des bâtiments qui sont construits littéralement au-dessus de l'eau. Et ça, on en a un aspect, par exemple, ici, si j'arrive à le retrouver rapidement. Pendant que je cherche ma photo, jetez un œil à la petite maison qui est derrière moi. Je vous ai parlé des lavandières tout à l'heure. Je ne vous ai pas forcément donné le nom des dernières lavandières. On pourrait parler de Madame Rousseau, on pourrait parler de Madame Langevin. La famille Rousseau a habité cette petite maison pendant très longtemps. Et son mari est un excellent jardinier. Ils avaient certainement le plus beau jardin potager de Falaise. Voilà, quand je vous parle de petites passerelles au-dessus de la rivière, vous l'avez ici. Voilà, c'est-à-dire que chaque maison est reliée à la rue par une passerelle, en fait. Il y en a une qui est un peu meilleure, c'est pas... il y avait des maisons. C'est ça. Et ça, voilà. Et cet aspect-là, on le voit plus du tout. Voilà. Mais je trouve intéressant de le rappeler, de savoir que ça a été... On va avancer. Il faut bien faire la distinction entre l'eau, par exemple, de Lente, qui vient de Martigny, qui peut être un peu calcaire, l'eau qui vient du Montmirail, pas du tout. Et on a la même chose de l'autre côté à Saint-Laurent. Tout à fait. Il y a des sources à Saint-Laurent. Et il y a même eu un projet à une époque de faire de Saint-Laurent, de Vaton, une station thermale. C'est-à-dire que Bagnoles de l'Orne aurait pu être là. On va reparler de Bagnoles au moment de peut-être juste dire un mot pendant qu'on est ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les accès au centre-ville de Falaise, de ce côté-ci de la ville, avaient été considérablement modifiés. En fait, quand on arrivait, donc la rue du Val-d'Ante, elle se poursuit à gauche, elle remonte vers la voie panoramique. Si vous continuez à monter ici, vous arrivez à la porte Philippe-Jean. D'accord ? Vous aviez exactement le même type d'accès de l'autre côté. Quand on est au niveau du plan d'eau, on descendait par la rue de la Croix d'Olivet au pied de la rue de la Maison Blanche et on remontait vers la porte des Cordeliers. Et là, on comprend pourquoi, au XVIIIe siècle, ont été percées et élargies l'avenue d'Hastings et la route de Bretagne. Quand vous voyez les accès, la largeur de ces rues, qui n'a pas énormément bougé, et quand vous voyez les pentes de ces rues, sachant que le franchissement de Lente se faisait sur un pont, mais beaucoup moins haut que celui-ci, que le franchissement de Lente au niveau du Moulin Bigot se faisait également sur un pont, que ça génère, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, tout un tas de textes qui expliquent que quand les ponts sont en mauvais état, eh bien, en gros, ça complique singulièrement l'accès au centre-ville. Parce qu'évidemment, si vous passez à pied ou à cheval, ça passe. Si vous passez en chariot, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment une problématique constante du quartier du Val-d'Ante que maintenant on ne voit plus du tout. Il y a une autre voiture, constante, aussi bien la difficulté des accès que ce soit à cause du mauvais état de la route ou des ponts, ou que ce soit simplement à cause des pentes qui sont jugées pas pratiques par rapport aux charges qu'on veut transporter. Et il y a aussi les problèmes qui sont liés à la rivière, c'est-à-dire qu'évidemment une rivière ça déborde, une rivière ça s'encombre, une rivière ça pose des problèmes d'assainissement, ça pose des problèmes d'hygiène parce que des rejets de tannerie dans une rivière c'est pas extrêmement hygiénique et c'est vraiment tout ça qui va disparaître complètement avec la reconstruction et la mise en place du quartier tel qu'on le connaît maintenant. Mais le Val-d'Ante, à plusieurs reprises, est décrit
comme un quartier d'abord délaissé parce qu'il est à l'extérieur du centre-ville. Finalement, il n'y a quasiment que des pauvres qui y habitent. Donc en gros, il y a une espèce de revendication de dire vous vous occupez pas de notre quartier. Et puis il y a des revendications constantes qui sont liées simplement au mauvais état du quartier en fait et à son entretien. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça et on poursuit vers le plan d'eau. Alors, Ils ont mis des petits canards. Les petits canards, à une époque, il y avait des oies, il y avait le bernache. Et il y avait un couple bernache-moi. Les barnaques, après je vais aller directement en face chez moi. bah oui. C'est mieux de l'air, des lois, c'est beaucoup mieux. Là au moins on ne devrait pas être embêté par les voitures, vu qu'il y a une barrière. Donc, peut-être un des endroits de falaise les plus transformés et où vous avez le plus besoin d'imagination. Ou en tout cas de représentation si vous n'avez pas d'imagination. Peut-être. Donc, on avait l'habitude d'un plan d'eau, on y reviendra après. Il n'y a plus le plan d'eau. Par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est que du bout de la rue là-bas, donc derrière le dernier immeuble de l'avenue d'Hastings, jusqu'à ici, vous êtes dans une rue où il y a des maisons des deux côtés. Quand on est un peu observateur, il en reste des pans de mur sur les côtés, il reste des clapiers à lapin aussi. Il reste des pans de mur un petit peu plus haut derrière les grands arbres là-bas. Voilà, et ça c'était la rue des Maisons Blanches et c'était le quartier des Maisons Blanches. Alors, pour toi la rue des Maisons Blanches, je suppose parce que maison en pierre, calcaire, etc. Mais à la limite toutes les rues de Falaise pourraient s'appeler rue des Maisons Blanches. Voilà, je ne sais pas l'origine du nom, je sais juste que le nom de la rue des Maisons Blanches est attesté depuis au moins le XVIIIe siècle en fait. Et c'était vraiment tout un quartier qui arrivait ici au Moulin de Bigot, donc avec un passage, là aussi un pont, un gué d'abord, un pont ensuite au-dessus de la rivière, avec un petit lavoir. Il y a eu aussi un lavoir maçonné ici au niveau de la rue des Maisons Blanches, et avec également le même système de maisons tout le long de la côte qui remonte à la porte des Cordeliers. Quand on s'est arrêté au niveau de l'Ande tout à l'heure, je vous ai dit un chemin qui descend le long du Mont Mira, qui remonte vers la porte Philippe-Jean. Ici, un chemin qui arrive de la plaine de Caen et qui remonte vers la porte des Cordeliers. L'avenue d'Hastings, voilà, la route du Cy. Avant le XVIIIe siècle, l'avenue d'Hastings, elle n'existe pas. Pour l'anecdote, savez-vous par où il fallait passer quand on arrivait de Caen, par exemple, si on ne voulait pas descendre par la rue des Maisons Blanches? Par Saint-Laurent. Et en fait, il y a tout un débat. Voilà, ce qui est conservé pour l'anecdote, est conservé dans les archives départementales. Tout un dossier de travaux des années 1780-90 qui explique qu'il faut raser un certain nombre des maisons de la côte Saint-Laurent qui existent à ce moment-là, beaucoup moins qu'il n'y en a maintenant. Une bonne partie de la porte Lecomte, parce qu'en fait, la côte Saint-Laurent est devenue trop étroite pour le trafic automobile, on ne l'appellerait pas comme ça, mais en tout cas le trafic routier de cette époque. Donc il faut l'élargir, mais que du coup pour élargir, il faut détruire des maisons. Et en fait, ce qui bloque le projet, puisque ça a été suffisamment loin pour avoir les plans d'architecte du projet, c'est tout simplement le gué sur l'Ante au bas de la côte Saint-Laurent, qui est jugé trop compliqué à passer. La côte est jugée trop pentue pour tout ce qui est chariot, etc. Et est en concurrence un autre projet
qui dit non, mais c'est pas compliqué, faut percer une rue qui arrivera au niveau de Saint-Gervais. Là, on a de la place, on n'a pas trop de bâtiments, donc ça va être beaucoup plus pratique et surtout, on ne sera pas embêté avec la rivière. Et c'est de là que date la construction de la ville Hastings, route de Caen. Ouais, un petit peu plus tard. Et voilà. Donc, effectivement, là, à la place du plan d'eau, à la place des arbres, tout un quartier d'habitation, la rue des Herforts qui remonte jusqu'au Cordelier. Vous avez sur le panneau qui est au bord de l'avenue de Caen, là-bas, une photo d'une bâtisse qu'on retrouve sur pas mal de photos et de cartes postales, notamment des photos de Brébisson, donc fin du 19e siècle, avec une très grande bâtisse, avec une tourelle d'escalier à l'arrière, qui était au pied du talus en fait, mais complètement parallèle à la route de Caen. En bas là. Ouais. Et ça, c'est vraiment très... voilà, là, on retrouve pas, on ne peut pas se retrouver quand on voit ça. Nous, on le connaît en espace naturel, etc. Mais c'était vraiment tout un quartier très densément peuplé. Pour l'anecdote, on a pris un petit bout de la rue du Val d'Ante, ce qui permet de dire que c'était un accès à la ville close. C'est que comme plusieurs endroits dans Falaise, il y avait un bureau d'octroi. Donc l'octroi, vous savez, c'est un péage qui existait sous l'Ancien Régime quand on accédait à une ville, en fait. Payer le droit d'entrer dans la ville. Voilà. Il existe un petit peu après. Et pour l'anecdote, c'est aussi dans la rue du Val d'Ante qu'ont habité deux peintres qui ont énormément fait de tableaux sur Falaise. À quelques maisons d'intervalle, Raoul Dufy et Otton Fritz, dont le peintre de la première moitié du XXe siècle. Je vous invite à aller voir les tableaux sur Falaise, ils sont magnifiques. Avant de revenir sur le plan d'eau, Alain, est-ce que tu veux dire un petit mot sur le moulin Bigot? On a fait tout le tour en fait de la propriété. Otton Fritz, il n'habitait pas rue du Val d'Ante, Si. il habitait un petit peu au-dessus. Il habitait rue des Val Oui, mais il d'Ante. habitait aussi à la Folie. Moi j'ai une carte postale qui est à la bibliothèque municipale Oui, mais du Havre. il est peut-être pas Où resté là. Otton Fritz écrit sur la carte postale, ma maison est la dernière au bout de la rue. Oui, mais il a habité aussi dans la en a maison. eu deux. Ah, il a peut-être déménagé. Oui. Mais moi, je fais que dire ce que le Oui, non, peintre mais il disait. je ne dis pas qu'il n'est pas habité à Vallon, mais il avait sa maison qui a été démolie et reconstruite après. Ça s'appelle la Folie. Hein. Sinon, oui, sur l'histoire, montrerai la la carte route postale. de... Ah, mais je te crois. La route de... L'aménagement par la porte de Comte avait un avantage, c'est qu'en même temps, ça concernait l'arrivée de Lisieux. Oui. Donc, si avec ce système-là, on n'avait plus l'accès. Donc, il a fallu faire La route de Saint-Pierre-sur-Ville. la route de Saint-Gervais, D'où les fruits de bâton dont on a parlé au début. Parce que la Tout taille, en bas, on arrivait de Caen ou de Lisieux, en bas au Val d'Ante. D'accord. Donc après, belle route de Caen, mais il a fallu refaire l'autre. C'est pour ça qu'elle est bien en ligne droite. Elle était refaite après, au moment des fouilles du bateau, en 1830. Ouais. Alors le moulin Bigot, c'est une belle maison particulière, mais ça mérite tout à fait le nom de moulin. C'est un vrai moulin, on le voit sur une carte postale, on voit la roue à eau, là au bout dans le bâtiment, qui était actionnée par lente, mais en fait par un détournement de lente. Il y avait le moulin Élie, le moulin Bigot, il y avait, comme on a dit, un 7 moulins, il y en avait un derrière Saint-Louis, à Talicon, tous ces moulins qui actionnaient des roues à train. On a tourné une partie de l'eau, qu'on appelle un bief, ce qui permet de contrôler avec un bâtard d'eau. Vous avez exactement le débit d'eau que vous voulez, donc ça vous permet d'avoir la... Je le laisse. C'est plus facile à gérer au niveau flux que le vent. Sauf que le problème des moulins à vent, des moulins à eau, c'est pour ça que tous les moulins anciens sont sur des ruisseaux relativement modestes. On a commencé à construire des moulins sur l'Orne, par exemple, qu'au 19e. Alors là, des grandes usines. Et là, il fallait des petites constructions pour pouvoir contrôler. Alors, si vous voulez avoir exactement le type de moulin, cette mécanique-là, il n'y a pas à aller loin. Je suis même sûr que c'est ouvert aujourd'hui patrimoine. Saint-Germain-en-Gault, le moulin de Jean-Louis Picot,
il est resté dans son jus, il est tel qu'il a été construit au 19e siècle, mais au 19e siècle, il était, à l'époque de Louis-Philippe, il était reconstruit tel que ça fait au Moyen-Âge. Il est vraiment fidèle à l'esprit d'origine. Et il fonctionne encore. Je connais, oui. En fait, quand il y en a, soit je les prends dessus, soit je les mets dessus. Maintenant, à notre histoire de plan d'eau, d'aménagement, etc. Parce que quand même, il faut parler des choses qui fâchent, ou pas d'ailleurs, parce que moi, ça me fâche pas du tout. Moi, j'assume. Bon, je vous invite à jeter un œil au plan qui est là. Alors, je vous le ferai passer si vous ne voyez pas bien. C'est un plan qui est fait en 1947, au moment où la ville de Falaise engage un dossier de dommages de guerre. Ce qu'on a appelé les dommages de guerre, c'est l'indemnisation par des communes, par des particuliers, par des entreprises, des dommages subis, soit de fait de bombardement, soit de fait de guerre au sens large. Et évidemment, il fallait prouver ce qui avait été détruit. Au passage, c'est une mine de photographie. Et on n'y pense pas toujours, parce que c'est des fonds qui sont un peu ingrats, c'est des dossiers administratifs pas très drôles à consulter. Parfois, on a la chance d'y trouver de très belles photos. Ce plan-là, donc, est fait pour expliquer, pour servir de support, en fait, au projet d'aménagement de la ville et pour présenter les problèmes qui se posent. Je vous le situe rapidement. Le château ici, puisque là, tout va bien. La voie panoramique ici. Lente ici avec ses deux bras. Et ici, donc, la rue des Herforts, la rue des Maisons Blanches ici, la rue des Herforts et le futur plan d'eau ici. Lente, en fait, si vous regardez, voilà, vous avez un bras ici et un autre bras ici. Un bras ici qui disparaît, qui alimentait juste en fait le lavoir, le moulin et le lavoir au bout de la rue ici. C'est le bief. C'est le bief. Oui. Et vous avez Lente qui repart ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, alors ça sert de support à un dossier qui explique que le quartier d'une Val-d'Ante, c'est une catastrophe. Lente a son cours qui est interrompu, encombré. Voilà. Les assainissements des maisons arrivent directement dans la rivière. Les rues sont défoncées, il n'y a plus de réseau d'électricité, enfin c'est un désastre. Dans le projet de reconstruction, la municipalité de Maurice-Nicolas va décider de s'appuyer sur des éléments du patrimoine ancien qui sont conservés ou en tout cas restaurables sans trop de frais, donc à savoir la porte des Cordeliers, le château à l'autre bout, pour se dire on fait de ce quartier du Val-d'Ante, qui est avec Saint-Laurent et Dibray un des derniers où il reste du bâti ancien restaurable, on va le dire comme ça. On profite de cet espace pour mettre en place un vaste projet d'aménagement touristique et de loisirs. Le plan d'eau, le camping, la piscine, la fontaine d'Arlette. Et on rejoint les Bercales. Le premier projet du plan d'eau, imaginez un plan d'eau à l'image de celui de Bagnoles de l'Orne, qui aurait été de la route de Caen. Jusqu'où, à votre avis? Jusqu'à la fontaine d'Arlette. C'est-à-dire que le projet initial, c'était un plan d'eau de 600 mètres de long. On a fait 600 mètres en zigzagant. Alors non, on détruisait pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a quand même de très très belles bâtisses, dont le Moulin Bigot. L'idée était un plan d'eau ici, des bras de rivière qu'on élargissait sans tenant compte des bâtiments, et un plan d'eau au niveau à côté de la piscine en fait. L'idée c'est d'avoir la piscine et un petit plan d'eau à côté pour faire du canotage. Bon, les moyens dont dispose la ville de Falaise à cette époque-là, je vous rappelle qu'on a une ville qui est en ruine, complète, et qu'il y a des habitations, il y a des commerces à reconstruire, il y a des entreprises à reconstruire. C'était franchement pas une priorité. Donc finalement, on revoit les ambitions considérablement à la baisse.
Et puis entre deux a émergé l'idée du camping. Du coup, il n'y a plus besoin d'aller faire un plan d'eau là-bas. Et finalement, est décidé de ne réaliser que le plan d'eau ici, qui est effectif en 67, si je ne me trompe pas, ou 66. Voilà. Alors, le plan d'eau, il est parti où ? Vous savez tous, je suppose, qu'il y a eu une consultation là début septembre. Vous savez peut-être tous le résultat, je ne sais pas. Voilà. Peut-être dire, alors là ce que je dis n'engage que moi, hein, c'est un avis totalement personnel, que j'ai entendu beaucoup de pêcheurs râler après la destruction du plan d'eau. J'ai juste envie de rappeler que ce sont les fédérations de pêche à l'échelle nationale qui ont demandé la renaturation des cours d'eau. Donc, ce qui a abouti à la destruction de barrages hydroélectriques, notamment dans la Manche, par exemple, et notamment dans la région de Condé-sur-Noireau. Donc, en fait, voilà, on ne peut pas dire il n'y aura plus de plan d'eau à falaise. Voilà, le but, c'est effectivement que les rivières retrouvent un cours naturel, sans obstacle majeur dessus. Tous les biefs non utilisés, on les supprime. Voilà. Après, est-ce qu'il faut avoir une zone de pêche au milieu de falaise? J'avoue que voilà. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans le projet, c'est peut-être de rendre plus visible la rivière. C'est-à-dire qu'en fait, la ville, elle s'est développée avec ces deux rivières, avec l'Ande d'un côté, avec le Maresco de l'autre. C'est sans doute une des raisons, avec le promontoire rocheux, du choix d'implantation du site de la ville, en fait. Parce que finalement, pour implanter un château, vous avez besoin de poids, vous avez besoin d'un point haut, vous avez besoin de route et vous avez besoin d'eau. Et de forêt autour. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. Vous ne pourrez pas développer. Donc voilà, moi je trouve que rendre à la rivière son rôle de rivière, c'est pas un scandale. Voilà, après chacun a le droit d'avoir son opinion sur le sujet. Voilà, bah, écoutez, je pense, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, mais c'est un phénomène qui est assez amusant, c'est que on a toujours un petit peu une réticence à voir les choses changer. On a un petit peu, alors, selon que si vous êtes né à Falaise ou si vous êtes arrivé, on a toujours vu le plan d'eau, en fin de compte, presque toujours. Hein, ou alors il faudra déjà que je monte dans... donc, ça va même non, mais ça va même jusqu'à... on assimile un petit peu tout. Ben oui, des remparts, c'est normal que le château se mire dans l'eau, que les remparts... Or, en fait, il n'y a jamais eu d'eau ici au Moyen-Âge. L'eau, c'était les bercanes. C'est ça. Hein? C'est ça. Vous l'avez... Il y avait un plan d'eau pour protéger Falaise, mais c'est entre l'hôpital et le château. Et ça n'a jamais été là. Ici, c'est suffisamment... Mais on assimile un petit peu. Et donc, on a un petit peu d'effort. Oh, mais le plan d'eau, il a toujours été là, il ne faut pas y toucher. Pas du tout. 66, c'est hier. Mais dès qu'on veut toucher quelque chose, il y a toujours une réticence à changer. Alors restituer le cours naturel des cours d'eau, en effet, comme tu dis, c'est l'agence de l'eau, c'est une volonté des fédérations de pêche. Maintenant, le principe, c'est un cours d'eau, si les biefs sont plus utilisés, on les supprime. Alors qu'on nous parle d'énergie verte, hydraulique. Ça, c'est le paradoxe. Ça, c'est le paradoxe. Dans la Suisse normande, là, par exemple. Parce qu'en gros, au 19e siècle, je crois que si on fait une moyenne, il y a au moins un aménagement hydraulique tous les 2 km. Ouais. Mais alors nous, dans nos petits ruisseaux comme l'Orne, la Verre, le Noireau, c'est 5 km. Là, ici, il y en avait 8, hein, sur rien que la traversée de Falaise, je peux vous donner. On est bien au-delà. Voilà. Écoutez, on arrive au terme de notre promenade. Je vais vous remercier de nous avoir suivis, tout simplement. Et puis, vous souhaiter une bonne fin de journée. S'il y en a qui n'ont pas assez marché, on avait envisagé une variante en montant par la Venelle des Palis qui offre un très très joli point de vue sur le château. Ça, il faut le faire le soir. S'il y en a qui ont encore des jambes, je vous le conseille. Il faut le faire le soir. À cette saison-là, quand le soleil bat sur l'horizon, vous avez une lumière magnifique. Une fois, j'avais fait une visite avec le c'était le hasard. Oui. Magnifique. S'il y en a qui préfèrent marcher sur du plat, de l'autre côté, vous avez l'Ante qui poursuit son chemin vers le chemin des Oliviers. Où vous retrouvez le chemin? Ah non.
Ah non, je l'ai pris cette semaine. Je l'ai pris il y a 2 jours en vélo. Non, le chemin des Oliviers est parfaitement fréquentable. Donc vous arrivez face à l'église Saint-Laurent. Vous n'avez plus qu'à monter l'escalier pour la visite. On ne peut pas la visiter parce qu'elle est fermée. Il y a le bon métro. Magnifique. On va 15 heures.